Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent, c'est comment faire des plus-values, comment faire un achat-revente lorsqu'on se trouve dans un marché tendu. Donc tu as dû le voir récemment, il y a une envolée des prix dans les grandes villes et si tu souhaites investir dans les grandes villes pour faire des achats-reventes et espérer avoir une plus-value, et ben du coup ça devient de plus en plus compliqué étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence, étant donné que les prix ont flambé. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te donner 9 conseils qui te permettront de gagner de l'argent en faisant des plus-values immobilières, même dans des marchés tendus. Donc c'est un sujet qui est revenu assez souvent et on a eu un cas de figure, un cas concret par le biais de mon agence. Mon agence immobilière est située sur des petites villes donc qui sont moins tendues, donc là c'est plus simple, mais elle est aussi située à Lyon, Toulouse et au nord de Paris et du coup c'est vrai que là c'est un marché qui est beaucoup plus concurrentiel et on avait un client qui souhaitait faire un achat-revente avec évidemment une plus-value à la clé. Donc on a dû essayer de trouver quelques astuces, quelques solutions pour trouver du coup pour répondre à sa demande et du coup je voulais te partager un petit peu tous les axes de réflexion qu'on a eu et tous les axes de réflexion que j'ai pu aussi essayer de trouver pour te donner un maximum de qualité dans cette vidéo. Donc si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube juste en dessous, clique sur le bouton et comme ça tu seras averti en avant-première de tous les conseils. Donc j'essaie de publier 2 vidéos par semaine de conseils immobiliers. Premier conseil, c'est d'acheter loué. Donc l'idée de ça, c'est que lorsque tu vas acheter loué, donc c'est ce qu'on a remarqué notamment sur Lyon, les logements qui sont loués sont moins chers. Donc des fois, on peut avoir une décote de 10, 15, 20, 25, des fois même 30% en fonction du bail qui est signé, en fonction du locataire qui est en place. Ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante. Alors bien sûr, il faut faire attention. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'achat loué, donc comment faire du coup lorsqu'on a envie d'acheter un bien immobilier qui est déjà loué. Et il y a tout un processus à mettre en place, toute une analyse. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo parce que ce serait trop long, mais n'hésitez pas à voir ça. Et l'idée en fait de ça, c'est que lorsqu'il y a un locataire en place et que le propriétaire veut vendre, il y a plusieurs points qui rentrent en compte. Premier point, c'est qu'il y a toujours une corrélation avec le loyer. Très souvent, c'est pas forcément des investisseurs rentables, donc ils louent des biens en nu, pas forcément en meublé et du coup le loyer est assez bas et même si le prix de l'immobilier est toujours corrélé au prix du marché, il y a toujours cet indicateur, cet indice aussi du loyer qui est forcément bas. Et moi je travaillais avec une régie, enfin on travaille actuellement avec une régie qui nous amène beaucoup d'opportunités. Pourquoi? Parce que ils se basent à 5% de rentabilité, puis ils essayent un petit peu d'augmenter le prix des fois et au final on se retrouve avec des biens qui sont peut-être 20, 25, 30% en dessous du prix du marché, simplement parce qu'il y a un locataire en bas en place qui fait baisser le prix, du coup, enfin qui a un loyer qui est très bas, donc ça va faire baisser le prix. Ça, c'est ultra puissant. Et du coup, l'idée, le processus que je te conseille par rapport à ça, c'est d'analyser un bien qui est actuellement loué et d'analyser le locataire en place. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas analyser combien de temps il te reste. Des fois, tu as des bonnes surprises parce qu'il reste peut-être que 6 mois, 1 an en place. Et du coup, tu peux envisager un achat, enfin une revente à peu près 1 an lorsque le locataire sera sorti. Parce que du coup, tu pourras arrêter son contrat dans les règles de l'art, bien évidemment, mais tu pourras arrêter son contrat et lui dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire des travaux par exemple ou autre. Et il y a aussi une notion de tu peux le revendre à l'issue, donc soit directement dès que le locataire sort, tu le revends, tu le remets sur le marché et éventuellement tu peux faire une plus-value. Nous on avait estimé qu'on pouvait gagner entre 10 et 20%, peut-être 15% de plus-value là-dessus. Et sinon tu peux essayer de voir pour faire un projet avec une rénovation à la clé. Donc en gros tu achètes le bien meublé, tu le gardes pendant à peu près 1 an. À l'issue d'1 an, le locataire part par exemple et tu fais tes travaux à ce moment-là. Et une fois que tu as fini les travaux, tu peux le revendre. Alors bien sûr que tu auras un impôt sur la plus-value si tu le revends sans y habiter. Si ça peut devenir ta résidence principale pendant ce laps de temps après la mise en location, enfin après le locataire, pourquoi pas. Mais l'idée c'est de le remettre à neuf et après du coup tu peux le revendre. Donc ça c'est aussi ultra intéressant et c'est intéressant aussi ce point-là pour une deuxième chose. C'est que, étant donné que tu vas faire des travaux, tu auras une enveloppe travaux et tu peux prétendre à un différé. Donc l'idée de ça, c'est que toute l'année où le bien n'est pas forcément très rentable parce que du coup c'est un loyer qui est assez bas, c'est un loyer nu et ainsi de suite, tu peux essayer de jouer avec ton différé de remboursement, d'avoir des mensualités les plus basses possibles, voire peut-être pas de mensualité parce que tu reportes tout. Et comme ça pendant 1 an, tu es rentable avec un bien qui initialement n'était pas rentable et ensuite tu fais des travaux et ensuite tu revends. Voilà. Même si tu n'utilises pas cette enveloppe travaux dans 1 an et que tu veux le revendre, au moins tu as une enveloppe travaux et tu as pu obtenir un différé. Donc ça c'est une stratégie qui peut être vraiment très intéressante, qu'on a beaucoup réfléchi au sein de l'agence et que je voulais te partager du coup aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas si cette stratégie te plaît à me le mettre dans les commentaires, ça peut être cool.
Deuxième point, c'est de choisir des biens d'exception. Alors pourquoi? Parce que dans des marchés qui sont très tendus, il y a souvent des biens qui sont un peu décorrélés du marché, un peu hors marché. Ça reste des biens qui sont, comme on dit, des biens d'exception. C'est-à-dire qu'on ne va plus calculer le prix au mètre carré comme un prix au mètre carré classique peut-être de quartier à proximité. On va vraiment calculer un projet qui est coup de cœur, qui est vraiment exceptionnel. Donc le prix au mètre carré peut des fois exploser. Et c'est pour ça que des fois, on a des biens qui ont des prix au mètre carré, je sais pas, à Paris à 20, 30, 40, 50, 60 000 euros pour des biens qui sont vraiment exceptionnels. C'est parce que du coup, ils sont complètement décorrélés du marché. Et l'idée de ça, c'est d'essayer de trouver des biens qui, dans un premier temps, ne paraissent pas exceptionnels, mais d'essayer de trouver des choses qui peuvent les rendre exceptionnels et vraiment jouer là-dessus. Nous, c'est ce qu'on avait fait du coup dans mes premiers investissements. On avait trouvé un bien dans le Vieux-Lyon, donc c'est le quartier historique de Lyon, où on l'a rendu exceptionnel parce qu'on avait fait une salle de bain qui était incroyable, c'est dans une voûte et on l'a rendu exceptionnel. Et l'avantage de ça, c'est qu'on avait allié 2 points, donc ce premier conseil et un deuxième conseil qu'on verra juste après aussi qui est ultra puissant. Mais du coup, l'idée c'était de rendre ce bien exceptionnel et du coup, c'est un achat vraiment qui est coup de cœur, c'est un achat, ce bien est tellement exceptionnel que je suis prêt à payer plus cher pour l'avoir. Et c'est ça vraiment l'idée quand tu es sur un marché tendu, c'est si tu arrives à trouver un bien qui peut être exceptionnel, qui est à rénover ou qui est même sous-coté, essayer d'augmenter ce côté exceptionnel pour envisager une plus-value. Et d'ailleurs, le fait d'avoir fait ça sur un de mes projets, et ben, du coup, c'est que ça m'a permis d'avoir une plus-value qui était assez énorme. Troisième conseil que je te recommande très particulièrement dans les marchés tendus, là où le prix de l'immobilier est très élevé, c'est d'optimiser les espaces. Pour optimiser les espaces, tu peux diviser, créer, enfin, faire des divisions verticales et 2, faire des divisions horizontales. Horizontale, ça veut dire que tu rajoutes une mezzanine, ça veut dire que tu rajoutes un étage, on va dire, lorsque la hauteur sous plafond s'y prête. Alors, il y a un point qu'il faut faire attention, c'est de ne pas trop dénaturer le bien aussi lorsque tu fais ça. Donc, idéalement, ce qui est intéressant de faire lorsque tu as un bien qui a une très grande hauteur sous plafond, je pense au-delà de 3,50 m, ça peut être envisageable, c'est au lieu de faire une mezzanine vraiment de partout et du coup tu crées un réel duplex, là ça va vraiment perdre en charme. Tu gardes par exemple le salon qui est côté fenêtre, ça c'était un de nos projets aussi en marchand, qui est côté fenêtre avec la grande hauteur sous plafond, comme ça te fait vraiment un très beau salon, une très belle hauteur sous plafond. Et la partie nuit, tu fais la partie nuit au-dessus, donc tu crées une mezzanine. Au-dessus, tu auras une chambre ou 2, et en dessous, tu auras tout ce qui est sanitaire, cuisine, choses comme ça. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, tu peux optimiser ces espaces, on va dire, de vie, donc les espaces de nuit, plus tout ce qui est sanitaire, cuisine. Ça, tu n'es pas obligé d'avoir une énorme hauteur sous plafond. Et après, vraiment, ce qui peut faire évidemment un coup de cœur, c'est de garder un salon avec une grande hauteur sous plafond. Donc l'idée de ça, c'est que ça va te permettre de rajouter des mètres carrés, voire des mètres carrés, donc des mètres carrés habitables et des mètres carrés, ce qui peut être comptabilisé en mètres carrés. Donc ça, c'est ultra puissant parce que si tu es dans une ville où, par exemple, Lyon, nous, on était dans un secteur où le prix du mètre carré vaut entre 5 et 6 000 euros du mètre carré, bah, créer une mezzanine, ça coûte pas si cher que ça et ça coûte beaucoup moins des 5-6 000 euros du mètre carré. Donc là, tu peux réaliser une belle plus-value. Comme je te disais, tu peux aussi faire des divisions immobilières. L'idée des divisions, c'est que tu vas acheter un peu plus grand et du coup, le fait de diviser, voire subdiviser les biens, et ben, du coup, tu pourras revendre des plus petites surfaces plus cher. C'est l'avantage du coup de la division. Donc n'hésite pas aussi à analyser tout ça si ça s'y prête, si le règlement de copro s'y prête. Comme d'habitude, n'hésite pas à regarder mes vidéos qui parlent de division parce que du coup c'est quand même assez important de faire quand même attention, surtout si tu es en copropriété. Mais vraiment ça peut être intéressant de savoir comment est-ce que tu peux optimiser tes espaces. Alors ça peut être très simplement, tu as un T2 qui a un énorme salon avec plein de fenêtres, bah pourquoi pas rajouter 1 ou 2 chambres si ça s'y prête. Donc c'est vraiment l'optimisation des espaces au sens général et des fois c'est intéressant aussi de repartir d'une feuille blanche où tu as le plan de l'appartement, s'il est ancien il n'était peut-être pas forcément optimisé ou peut-être que l'optimisation d'espace n'était pas adaptée à l'époque, enfin à maintenant, donc c'était adapté à l'époque mais plus maintenant. Donc l'idée des fois de tout péter, de tout refaire, tu peux mieux optimiser ton espace et du coup tu peux mieux valoriser ton bien. Quatrième conseil, c'est de vendre un business qui tourne. Alors quand je dis business, c'est un business immobilier. Ça, c'est une technique que j'ai aussi jumelée avec le bien d'exception. Donc c'était sur mon projet, donc c'était un peu un test de concept qui avait cartonné. C'est que j'ai acheté un appartement qui pouvait être exceptionnel, je l'ai rendu exceptionnel, j'ai fait de la location en courte durée, donc j'ai mis tout plein de process en place, je générais beaucoup de bénéfices et après j'ai revendu ce business. Ça veut dire que j'ai tout revendu, j'ai revendu et le bien
et le site internet et tous les référencements booking parce que du coup il était super bien noté, toutes les équipes, nettoyage, gestionnaire et ainsi de suite, et j'ai revendu une rentabilité. Donc à l'époque j'avais proposé 14% de rentabilité avec quelque chose où ça nécessitait pas énormément de temps de travail, on va dire, pour faire tourner ça, parce qu'on avait vraiment optimisé tous les espaces et que tous les chiffres étaient là. L'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir, comme je te disais, revendre une rentabilité et du coup tu peux décorréler un petit peu au prix du mètre carré du bien. Moi, comme ce que je t'avais dit, le prix au mètre carré était très cher de ce bien que j'ai revendu. Donc moi, personnellement, je fais une très bonne plus-value, mais le client qui l'a acheté, lui, a acheté une très bonne rentabilité avec un business qui tournait. Donc il voulait simplement placer de l'argent. Là, c'était 14% brut. Après, voilà, quand on enlevait les frais, on était peut-être à 8-9% net, mais à Lyon, ça restait quand même relativement bien, en plus que ça soit dans un quartier qui était historique. Donc vraiment un quartier qui allait prendre de la valeur. Et l'idée de faire un business qui tourne, donc ça peut être une location courte durée, comme ce que j'avais fait, mais aussi des colocs, par exemple. Tu peux acheter un appartement familial, louer à la coloc. Moi, j'ai déjà vu des annonces comme ça qui revendaient des colocs qui tournaient et le revendre en business, donc au loyer de colocation, ce qui fait que tu augmentes ton loyer par rapport à si tu louais un grand appartement à une seule famille. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, c'est comment est-ce que tu peux créer un business immobilier et après le revendre. Là, ça te permettra de décorréler un petit peu le prix de la valeur de ce business immobilier par rapport au prix immobilier réel. Et là, tu peux éventuellement réaliser une plus-value. Donc bien sûr, tu auras des impôts sur la plus-value, mais si tu as des impôts sur la plus-value, c'est que tu as réalisé une plus-value et que tu as gagné de l'argent. Donc bon, il n'y a pas forcément de problème à ce niveau-là. Cinquième conseil, donc, c'est faire des changements de destination. Des fois, tu peux acheter des locaux commerciaux, des bureaux qui sont moins chers au prix au mètre carré que des logements classiques. Et le fait de les acheter et de les transformer après en logement, et ben, du coup, c'est que ça va te permettre d'acheter un bien qui est moins cher, mais tu achètes une certaine surface. Tu changes l'utilité de cette surface, tu la mets en habitation et du coup, ça prend en valeur. Nous, c'est ce qu'on avait fait un projet avec un marchand de biens aussi, c'est que on a analysé un énorme plateau de bureaux, donc qui était très bien situé et du coup qui a été vendu. Alors déjà, il y avait plus de 200 mètres carrés, donc j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus à ce sujet. Plus de 200 mètres carrés de bureau, donc c'était acheté vraiment pas cher parce que du coup c'était une grande surface et une surface de bureau, donc c'est toujours moins cher. Et après, bah, du coup on l'a découpé et on l'a revendu à la découpe en habitation. Donc nous on a fait tous les changements de destination avant la revente et du coup c'est ce qui a permis de revaloriser le bien. Donc l'idée de changer un petit peu la destination, ça peut être intéressant. Tu peux aussi avoir certains locaux commerciaux, donc il faut faire attention aux alignements commerciaux, aux choses comme ça au niveau des PLU, donc n'hésite pas à aller à l'urbanisme, mais tu peux très bien acheter dans des quartiers qui sont très prisés des locaux commerciaux. Et des fois tu peux, c'est que tu peux changer ce local commercial en habitation. Donc pour ça, comme je te disais, n'hésite pas vraiment d'aller voir l'urbanisme, mais ça peut te permettre d'acheter peut-être moins cher ce local commercial et le fait juste de le switcher en habitation, il prend de la valeur et du coup tu peux le revendre plus cher. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est très important. Nous, c'est des choses qu'on fait très souvent sur Lyon. Bah, comme je te disais, vu que c'est un quartier qui est très prisé, et bah, du coup l'exemple c'est ça. Et deuxième avantage aussi, c'est que ces stratégies-là, il y a peut-être moins de concurrence aussi en face. Une personne qui veut acheter des bureaux, bah, tu as moins de personnes qui veulent acheter des bureaux que des personnes qui veulent acheter des habitations. Donc si tu trouves un logement qui fait 70 mètres carrés qui est bien placé, tu auras et tous les investisseurs, mais aussi tous les particuliers qui souhaitent se loger. Alors que pour acheter des bureaux, tu auras éventuellement des investisseurs, quelques sociétés et encore, donc ce qui te réduit considérablement le nombre de concurrents en face. Donc ça, c'est intéressant et c'est aussi pour ça du coup que les prix sont un peu moins chers. Sixième conseil, c'est du coup de s'associer pour pouvoir acheter plus gros. Parce que des fois, comme je te le disais, c'est qu'une question de concurrence. Plus tu vas acheter gros, surtout dans un marché tendu, bah, plus les prix ne seront pas forcément élevés au prorata du prix au mètre carré, simplement parce qu'il y a moins de concurrence en face et du coup, il y a moins de personnes qui peuvent potentiellement se permettre d'acheter ça. Un bien qui fait 250 mètres carrés, 300 mètres carrés sur Lyon, ça va être assez difficile de trouver un acquéreur. Ça va être beaucoup plus long simplement parce que bah, une famille, déjà, tout ce qui est particulier ne voudront pas, sauf si c'est un bien d'exception. Et du coup, évidemment, tu peux avoir des clients particuliers qui souhaitent l'acheter pour eux. Mais si c'est un bien qui est dans un quartier qui est classique, 300 mètres carrés par exemple, ou 200 mètres carrés, ou même 150 mètres carrés, c'est forcément trop grand pour une famille. Donc l'idée de s'associer avec une personne, donc tu peux créer tout un tas de sociétés diverses et variées avec des personnes. Tu peux t'associer avec une personne en mettant un objet, donc c'est une SEP, société en participation. L'objet de la boîte, c'est simplement on achète cette surface. Une fois qu'on l'a acheté, on le divise. Alors bien évidemment, fais toujours attention
attention à la copro si c'est en copro et toutes les autres démarches structurelles ou autres, mais tu peux le diviser et une fois que c'est divisé, chacun récupère son lot. Donc ça, c'est des montages que tu peux faire aussi. Et l'idée d'acheter beaucoup plus gros, comme je le disais, c'était d'acheter en prix de gros, donc moins cher. Et l'idée de rediviser, c'est que tu revalorises tout ça et tu le remets dans le marché. Et du coup, vu que tu remets le bien qui est corrélé au marché, et du coup, il se réaligne au prix au mètre carré. Et c'est là où, des fois, juste en divisant et en revendant, tu peux faire des plus-values. Alors, tu peux aussi diviser, l'acquérir, le rénover et le revendre, y habiter puis le revendre. Bref, il y a plein de solutions qui peuvent s'offrir à toi. Mais ça, c'est vraiment assez intéressant. Plus tu vas acheter gros, moins tu vas acheter cher au mètre carré. Et du coup, si tu redivises et que tu recorrèles par rapport au prix du marché, et là, ça peut revaloriser le bien beaucoup mieux. Et du coup, tu peux te faire une bonne plus-value. Septièmement, donc là, on va dire que tu galères carrément à trouver des biens. Et au lieu de t'obstiner sur ce marché qui est peut-être ultra tendu, c'est peut-être pas forcément le momentum pour investir, et du coup, essaye de te sortir un petit peu de ce marché ultra concurrentiel. Donc par exemple, je reprends toujours l'exemple de Lyon. On a Lyon avec le centre-ville qui est relativement prisé, mais il y a des toutes petites villes satellites qui sont collées, qui ont des fois même les mêmes accessibilités, les mêmes transports en commun que Lyon, tout redirige sur Lyon, sur le centre-ville. Et du coup, ces villes, étant donné que ça n'a pas la casquette de la grande ville, mais de la plus petite ville périphérique, et du coup, des fois, le prix peut descendre au mètre carré. Mais là, tu peux trouver des biens qui sont plus rentables et potentiellement faire des achats-reventes plus intéressants, de créer des plus-values plus intéressantes. Et au-delà de ça, c'est que les villes ont tendance à s'agrandir. Donc d'englober dans les agglomérations la grande ville plus les petites villes satellites. Là, ce que je te conseille aussi par rapport à ça, si tu envisages ce type d'investissement, c'est d'analyser le PLU, les prochains projets urbains, et du coup, potentiellement, tu peux jouer là-dessus. Sur Lyon, par exemple, il y a des annonces qui se sont faites, alors pas tout de suite dans la presse, mais des fois, ce qui se discute et ce qui est en train de se valider à l'urbanisme, c'est l'arrivée d'un métro, par exemple, c'est l'arrivée d'une utilité qui va faire que ça va prendre de la valeur. Sur certaines petites villes périphériques de Lyon, le métro va arriver, et le fait que le métro et qu'une bouche de métro arrive et t'emmène en 10-15 minutes au centre-ville, là le prix de l'immobilier local, alors que même si t'es pas forcément dans la grande ville, il va exploser. Pourquoi? Parce que tu as un intérêt direct d'être ici. Et ça, c'est intéressant, et c'est ce qui va te permettre aussi d'analyser tout ce qui est l'urbanisme, quelles seront les prochaines modifications qui peuvent éventuellement faire augmenter le prix du mètre carré. Donc là, c'est pas des projets très court terme, même si tu peux faire des bonnes affaires en très court terme, mais si tu arrives à trouver un bien, tu sais que dans 2 ans, 3 ans, tu as un métro, un tram ou autre chose, ou une très grosse société qui va s'implanter à proximité, là, le bien peut prendre de la valeur. Donc si tu arrives à le louer de manière rentable, puis tu souhaites le revendre d'ici 2-3 ans, ou même toi tu y habites pendant ce temps-là, et du coup, tu peux envisager une plus-value à moyen terme qui peut être vraiment très intéressante. 8e conseil, c'est de ne pas forcément te focaliser que sur les appartements. Donc, tu peux essayer de viser tout un tas d'autres biens immobiliers annexes. Donc, comme je t'avais parlé, tu as potentiellement des locaux commerciaux, des bureaux, mais tu as aussi, surtout d'ailleurs, sur des villes qui sont très tendues, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'activités, tu as les places de parking qui se font de plus en plus rares. On le voit à Paris, on le voit à Bordeaux, on le voit à Lyon, on le voit dans toutes les grandes villes où les politiques locales, c'est de réduire les places de stationnement en centre-ville, tout simplement pour éviter qu'il y ait de moins en moins de voitures qui rentrent dans la ville. Donc ce que tu peux essayer de voir, et ce qui peut être très intéressant, c'est d'investir dans des places de parking, surtout si tu as des projets de piétonisation de voies. À Marseille, par exemple, on est allé visiter un immeuble, typiquement, c'est une voie qui va être complètement piétonne. Donc tu vas perdre énormément de places de stationnement, et du coup, il y aura toujours autant de personnes qui habitent. Donc c'est là où tu auras une réelle demande sur les places de parking, et du coup, les places de parking peuvent être à court, moyen terme, un bon placement avec une éventuelle plus-value. Alors ça va pas être une plus-value qui sera énorme, bien sûr, parce que c'est des petits montants, ça dépend de la place de parking, mais c'est des moins gros montants que des biens immobiliers, que des appartements, que ce genre de choses, mais ça peut être très intéressant. Et tu peux aussi faire rapidement des plus-values en simplement boxant ton bien, parce qu'une place de parking, ça vendra toujours moins cher qu'un box. Un box où tu peux fermer, tu mets 2 montées d'agglos, une porte de garage, et ça prend en valeur. Tu peux rapidement gagner quelques milliers d'euros. Bon, c'est pas négligeable, ça peut toujours être intéressant. Donc, et surtout sur des secteurs qui sont très privilégié, parce que si par exemple tu as un centre-ville, que tu achètes une place de parking, que tu boxes, le centre-ville c'est généralement le plus cher. Qui dit plus cher dit propriétaires qui ont plus d'argent et du coup de plus belles voitures. Et les personnes, si elles peuvent avoir accès à un box, donc un environnement qui est fermé pour garer leur belle voiture, et du coup elles seront prêtes à payer plus cher pour l'avoir soit en location, soit à la vente. Donc ça peut être vraiment très très intéressant, l'idée d'acheter des places de parking dans des endroits qui sont tendus au niveau des stationnements, et aussi éventuellement de le boxer
bosser pour gagner en valeur, soit le louer plus cher, soit le revendre plus cher et réaliser une plus-value à ce niveau-là. Et 9e et dernier conseil, ça c'est pareil, on a été confronté à plusieurs reprises, surtout sur Lyon et dans de plus en plus de grandes villes, c'est par rapport à la location courte durée. La location courte durée a explosé ces dernières années, comme tu as pu le voir, et du coup les mairies ont mis en place tout un tas de règles, et notamment à Lyon. Alors ça dépend vraiment de ta ville, mais à Lyon, tu pouvais envisager à titre perso d'exploiter en location courte durée un bien de moins de 60 mètres carrés que tu as acheté en perso et pas en société. Enfin, il y avait tout un tas de conditions, et si tu voulais continuer à investir, il fallait que tu trouves un bien, que tu achètes un bien en fait qui est que tu lui donnais l'attribution, donc qui n'était pas une habitation, mais que tu lui donnais l'attribution d'une habitation. C'est-à-dire que tu pouvais acheter un premier appartement que tu louais en courte durée, et la règle, si tu voulais acheter plusieurs appartements ou un appartement de plus de 80 mètres carrés pour faire de plus de 60 mètres carrés pour mettre en courte durée, et ben du coup il fallait que tu arrives à compenser cette perte qui était une perte d'habitation classique en exploitation commerciale, comme ils appellent ça. C'est de la courte durée, mais c'est un peu commercial, c'est un peu hôtelier. Du coup, voilà, il fallait compenser cette perte. Donc moi, quand j'avais discuté pas mal à l'urbanisme, je m'y rendais assez souvent. Au début, ils me disaient tout simplement, il faut acheter un bureau. Il faut le switcher en habitation. Le bureau doit faire minimum 5 mètres carrés de 5% au niveau des mètres carrés, au niveau de la surface de moins. Donc si par exemple, tu trouves un bien en habitation de 100 mètres carrés que tu as envie de mettre en courte durée, il faut que ta compensation fasse 95 mètres carrés au minimum, voire plus. Après, il n'y a pas de barrière quand c'est plus. Et l'idée, c'est de transformer ce bureau, par exemple, ou ce local commercial en habitation et de te donner la compensation pour celui-ci. Et comme ça, tu compenses le fait que tu sortes celui-ci du marché d'habitation par un autre où tu as créé une habitation. Et ça, à Lyon, il fallait que ça soit dans un périmètre de je ne sais plus combien de centaines de mètres. Ça a évolué souvent. Au début, c'était dans le même arrondissement et après, c'était plus des mètres à la ronde. Donc, par exemple, une ronde de, je te dis une bêtise, 500 mètres par exemple. Et en fait, l'idée sous-jacente par rapport à ça, c'est que tu peux, et il y a un business qui s'est créé par rapport à ça, c'est que tu peux acheter des compensations. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'acheter un bureau où tu fais le changement d'habitation et tu le transformes en habitation et ensuite tu te donnes la compensation. Mais c'est essayer de trouver des personnes qui ont fait ce schéma-là et tu leur demandes la compensation. Alors, au tout début, nous, on arrivait à les avoir gratuitement, ces compensations, parce que les personnes ne connaissaient pas. Et après, on commençait à les payer. Donc ça veut dire que si j'avais besoin d'une compensation, j'allais à l'urbanisme, je regardais toutes les déclarations préalables de changement de destination, je regardais ce qui passait de bureau en habitation, alors il n'y en avait pas énormément, et qui correspondait au prix des mètres carrés et qui correspondait à l'arrondissement, et j'appelais directement les personnes. L'avantage, c'est qu'on peut tout retrouver, on peut retrouver les numéros, on peut tout retrouver dans le registre. Donc tu vas à l'urbanisme, tu demandes le registre et tu peux retrouver tout ça. Et du coup, ça te permettait de contacter directement les propriétaires et de leur demander, voilà, j'ai vu que vous avez fait ça, est-ce que ça vous dérangerait ou est-ce que ça vous irait si vous me donnez la compensation, parce que voilà mon projet, j'ai besoin de ça. Et la mairie, enfin le service d'urbanisme m'a dit que je pouvais vous demander ça. Nous, c'est comme ça qu'on approchait les personnes. Alors souvent les personnes, il y en a beaucoup qui disaient oui, pas de souci, il y en a d'autres qui nous envoyaient balader, et il y en a d'autres au bout d'un moment qui commençaient à dire pas de problème, du coup je te vends la compensation X centaines ou X milliers d'euros le mètre carré. Donc ça veut dire que tu pouvais revendre des compensations. Donc l'idée à travers ça, c'est que tu commences à créer des bureaux. Donc les bureaux, tu les crées, tu les changes en habitation, donc ils prennent de la valeur parce qu'ils sont devenus en habitation. Tu vends ta compensation et après tu vends en habitation. Donc tu fais un peu une double plus-value et ça c'est ultra puissant parce que du coup tu peux commencer à vendre des compensations. Ou si par exemple toi tout simplement tu voulais faire de la location classique mais tu as cette compensation là parce que du coup tu as sorti un bien de bureau et tu le mets en habitation, et du coup ça peut être intéressant parce que même si tu n'as pas forcément une activité de location courte durée mais tu veux faire une bêtise par exemple une coloc, tu peux éventuellement vendre cette compensation là, donc la mettre sur le marché. Maintenant tu commences à en trouver sur le bon coin des offres immobilières de compensation où tu achètes simplement une compensation, ils te donnent l'arrondissement, ils te donnent le prix, ils te donnent la surface qui peut être compensée et du coup tu peux éventuellement revendre ça. Donc ça te permet de te faire une plus-value sans forcément revendre ton bien immobilier ou deux plus-values en revendant ton bien immobilier et en revendant la compensation. Pour ça, je te conseille quand même de te faire accompagner un minimum par le service d'urbanisme. En général, ils sont assez cool, et éventuellement par ton notaire ou par un avocat. Nous, c'est comme ça qu'on procédait, comme ça on était vraiment tranquille. Le notaire, ça peut être intéressant s'il comprend. Après, fais attention, c'est comme tout. Des fois, il y a des notaires qui sont un petit peu vieux jeu, qui comprennent pas trop les impacts là. Je te conseille un notaire qui est peut-être un petit peu plus jeune, mais fais-toi vraiment accompagner par rapport à ça. Et ça peut vraiment être très très important parce que si tout un business dépend d'une compensation, cette compensation, tu peux la vendre relativement cher.
donc ça reste intéressant. Et sur Lyon, les compensations qui valaient cher, c'était des compensations de plus de 60 mètres carrés. Pourquoi? Parce que comme je te disais, dès le premier bien, il faut que ça soit... enfin, si tu es au-dessus de 60 mètres carrés pour le premier bien, tu es obligé d'avoir une compensation. Donc ça veut dire que ça t'augmente les chances de trouver des clients qui souhaitent ces compensations. Donc voilà du coup pour ce qui était de ces 9 conseils. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner tes conseils toi pour les plus-values en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. N'hésite pas à me poser toutes tes questions aussi en commentaire. N'hésite pas à me donner des sujets de vidéos si ça peut t'intéresser. Toujours en commentaire, comme tu l'as compris, les commentaires, c'est aussi ton espace à toi pour qu'on puisse échanger. N'hésite pas à partager cette vidéo un maximum autour de toi, à t'abonner, à la liker. Et moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!